Tranche de coupe saison 5, 30 minutes d'actu, de coups de cœur de notre vie, et de nos sorties, par Guillaume et Max. Bonjour, bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on est ravis de vous retrouver pour ce 14e épisode de la saison 5 de Tranche de couple, épisode qu'on a choisi d'intituler en En coulisses. coulisses. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à vous proposer ce podcast régulièrement. Et on commence tout de suite par la rubrique Info et Guillaume, aujourd'hui tu nous parles de désinformation. Et oui, on va aujourd'hui dans les coulisses de la désinformation. Alors la désinformation, est-ce que c'est le mal du 21e siècle ? Si je vous dis Covid, punaise de lit, étoile de David taguée, Jeux Olympiques ou guerre en Ukraine, quel est pour vous le point commun ? Eh bien, tous ces sujets qui datent de moins de 3-4 ans, soulèvent plus de questions aujourd'hui qu'on y a trouvé de réponses. La raison, la désinformation. Alors c'est quoi la désinformation ? Selon le Robert, c'est informer de manière à cacher ou falsifier certains faits. Selon le Larousse, c'est même utiliser les médias pour faire passer un message susceptible de tromper ou d'influencer l'opinion publique. On a donc dans cette dernière définition carrément l'idée que les médias sont vecteurs de cette désinformation. Oh surprise ! Alors, on a abordé sur ce même podcast l'an dernier encore les questions que posent les réseaux sociaux et leur manque, voire leur absence de modération dans la propagation, notamment de la désinformation, de fake news, comme dirait notre ami Donald, on y reviendra après plus tard dans ce podcast d'ailleurs sur lui pour changer. Et puis surtout la montée en épingle de sujets a priori plutôt anodins ou en tout cas qui n'ont pas de valeur particulièrement internationale. Mais c'est oublier que lorsque ces sujets apparaissent, d'autres les prennent en main. Une fois qu'ils sont passés sur les réseaux sociaux, ils deviennent des sujets de médias traditionnels, en ligne, papier, en radio ou en TV. Le Covid a naturellement été un terreau fertile pour la désinformation, et la désinformation médicale est un vrai problème, littéralement de santé publique. Les nouveaux gourous, homéopathes et autres naturopathes qui prétendent qu'on peut guérir le cancer à l'aide d'un régime et d'herbes fraîches, les professeurs qui sont probablement, même si la plupart des études sont encore en cours, à l'origine de milliers de morts faute d'avoir proposer un traitement adéquat aux premiers malades du Covid, voire d'avoir proposé des traitements qui allaient à l'encontre du bon sens. Les médecins qui essayent aujourd'hui de lutter contre cette désinformation le font en général par la seule manière qui paraisse efficace aujourd'hui, notamment les réseaux sociaux et les influenceurs. Communiquer efficacement avec des données précises et sourcées est la seule façon de contrer ce fléau. Selon Jonathan Jarry de l'université McGill à Montréal, il faut revenir à la transparence qui engendre la confiance. Alors, si certains sujets peuvent paraître anodins, les punaises de lit, d'autres beaucoup moins, les étoiles de David qui ont été taguées à Paris en octobre 2023, les campagnes de désinformation derrière eux ont un objectif clair, déstabiliser les gouvernements et tenter d'amoindrir l'autorité et leur crédibilité pour retourner la population contre eux. Ça vous rappelle quelque chose ? On regarde un peu plus vers l'Est et on se rend compte que le FSB, les services spéciaux russes, seraient impliqués dans à la fois les punaises de lit et les étoiles de David. Mais quelle surprise, on s'y attendait pas à celle-là. Alors en coulisses, un gros acteur de la désinformation, on le sait, c'est naturellement la Russie. À l'aune de la guerre en Ukraine et avec l'arrivée des premières guerres dites hybrides, sujet déjà abordé dans ce podcast, décidément, qu'est-ce qu'on en a parlé de choses, qui impliquent, donc pour rappel, les guerres hybrides, des attaques cyber, espionnage cyber, désinformation ou guerre économique. Mais pour la Russie, c'est plutôt la désinformation qui est une véritable stratégie. Le général Van Striem, chef du commandement cyber de la Belgique, rappelle que les Russes font de la désinformation depuis plus de 100 ans. Dans les années 60-70, ils voulaient influencer un certain public. Ils utilisaient des canaux tels que les journaux. Aujourd'hui, ils passent par Internet et les réseaux sociaux qui ont un effet multiplicateur grâce à leurs algorithmes qui enferment les gens dans une chambre d'écho, une bulle de pensée dans laquelle ils sont confrontés à un point de vue unique plutôt qu'à des opinions divergentes. On a tous l'impression, sur Facebook par exemple, ou sur Twitter, en fonction des gens qu'on suit ou de nos amis, qu'on voit passer toujours les mêmes informations et finalement on se prive d'une forme de contradiction et de voir d'autres points de vue. En Moldavie par exemple, un effort de désinformation autrefois dispersée contre la candidature du pays à l'adhésion à l'Union européenne, dont on a parlé dans un épisode précédent, est devenu plus cohérent et plus ciblé l'an dernier. Elle a lié la candidature à l'adhésion de la présidente personnellement, tout en la rendant responsable des difficultés économiques de la Moldavie. Les campagnes visant à saper le soutien de l'Europe à l'Ukraine se sont également intensifiées.
En janvier, les experts allemands ont publié des informations sur des bots diffusant des robots en ligne, diffusant des centaines de milliers de messages en allemand par jour à partir d'un réseau de 50 000 comptes pendant un mois sur Twitter. Le 12 février, la France a par ailleurs révélé l'existence d'un vaste réseau de sites russes diffusant de la désinformation en France, en Allemagne et en Pologne notamment. La désinformation est une arme de choix du régime du Kremlin pour pousser ses intérêts et la France ne découvre pas aujourd'hui ces méthodes hybrides. Elle est attaquée depuis des années en Afrique francophone via des campagnes anti-françaises sur les réseaux sociaux, alors que la Russie a arraché toute une série de partenariats militaires avec d'anciens alliés de Paris. République centrafricaine, Mali, Niger, Burkina Faso. Mais Paris semble aujourd'hui avoir décidé de taper très ouvertement du poing sur la table, si on en croit le nombre de messages dénonçant ces dernières semaines la désinformation russe, le dernier venant notamment du Premier ministre. Alors, ça arrive assez tard, puisque on sait qu'aujourd'hui, la France s'est un petit peu fait éjecter d'un certain nombre de ces pays, et son influence est extrêmement réduite. Après, quand on voit dans quel état sont aujourd'hui ces pays en termes de stabilité, on se dit qu'ils s'en mordront sans doute les doigts dans quelques années. Malheureusement, le mal est fait. L'arrivée de l'intelligence artificielle amène par ailleurs son lot de questions, d'interrogations et de craintes légitimes quand on voit ce que l'intelligence artificielle peut faire aujourd'hui et comment ça peut impacter la crédibilité de la parole publique de chacune et chacun. Et on regarde les polémiques déjà justifiées il y a quelques années sur ChatGPT et le fait de demander à l'intelligence artificielle, par exemple, de rédiger des articles de presse, des thèses, des papiers d'université, etc. Avec d'autant plus d'intérêt. Alors attention, l'intelligence artificielle n'a pas inventé la désinformation, elle l'a juste rendue beaucoup plus compliquée à identifier. Mark Zuckerberg, d'ailleurs, a récemment fait une tournée en Asie de l'Est. Mark Zuckerberg, c'est le PDG de Meta, qui regroupe notamment Facebook et Instagram. Et WhatsApp. Pour rencontrer les acteurs de l'intelligence artificielle et travailler sur ces sujets qui représentent le futur des entreprises technologiques. Rappelons que Meta est au nombre de 20 grandes entreprises technologiques, dont OpenAI, qui est à l'origine de ChatGPT, qui ont signé en février dernier un engagement à lutter contre les contenus à base d'intelligence artificielle destinés à tromper les électeurs. Alors, la vigilance s'impose donc en priorité plus que jamais sur ce que nous lisons, entendons et voyons. Et un retour aux sources est toujours nécessaire pour s'assurer de la teneur des informations. C'est d'autant plus important que les échéances électorales arrivent, les européennes, les élections européennes notamment, mais aussi des élections nationales en Belgique. Vigilance donc, en coulisses comme en public. Et oui, et on a eu beaucoup de désinformations autour de ce qui se passait autour de la famille royale ces dernières semaines. Britannique. La famille royale britannique, effectivement. Voilà, et donc, plus c'est gros, plus ça passe, plus c'est repris, et en particulier sur certains réseaux. Ça risque plutôt de tourner la défaveur de tous ceux qui ont propagé de la désinformation depuis 3 semaines, parce que je commençais déjà à lire, il n'y a pas plus tard que ce matin, des articles disant qu'il y a ce genre d'annonce va encore faire exploser le capital sympathie de la famille royale, et les gens qui se seront laissés aller à des commentaires peu à même ces dernières semaines vont probablement se faire quand même un peu taper sur les doigts. Mais bon, ce sera oublié aussi dans un mois. Hein. Faut passer. C'est comme les punaises de lit, on a tout de suite oublié le truc. L'important, c'est qu'à un moment donné, il y ait les choses qui se passent. Mais à un moment donné, voilà, tout ce qui peut éventuellement foutre un peu la panique, c'est l'objectif de ces campagnes de désinformation, et je suis sûr qu'ils sont déjà en train de travailler sur la prochaine. Malheureusement. Alors Max, d'ailleurs, en parlant dans coulisses, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses de l'affaire Trump ? Parce que bon, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas parlé, ça fait au moins depuis le dernier épisode. Au moins 2 épisodes. Non, je crois qu'on n'en a pas parlé l'épisode dernier, me semble-t-il. Non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. On en a parlé dans l'épisode 12. C'est vrai, ça fait 2 épisodes qu'on n'en a pas parlé. Du coup, je me suis dit... Fallait se rattraper. Il est temps de vous parler des coulisses, des affaires, et globalement de ce qui tourne autour de Donald. Alors, donc dans cet épisode 12, on vous avait parlé de la condamnation de Donald Trump et de ses filles pour les fraudes fiscales et les surévaluations de ses biens dans l'objectif d'obtenir des prêts bancaires à des taux avantageux. Vous vous rappellerez peut-être que Donald Trump a été condamné à payer 454 millions de dollars, et que même s'il fait appel de cette condamnation, comme il l'a déjà annoncé vouloir le faire, il devra, en vertu de la décision de justice, déposer 120% de cette somme en garantie dans les 30 jours du jugement. Lundi 18 mars, ses avocats ont finalement déclaré à la Cour d'appel de New York qu'il était impossible à leurs clients de déposer les 454 millions de dollars pour garantir le paiement de l'amende infligée pour fraude.
demandant ainsi à la Cour d'appel d'annuler l'obligation de déposer la totalité de cette somme durant l'appel. Ils expliquent avoir contacté une trentaine de compagnies de prêts pour garantir cette somme, sans succès, expliquant que c'est en partie le fait que la plupart des actifs de l'organisation Trump sont investis dans l'immobilier et en général, les assureurs n'aiment pas trop garantir seulement contre de l'immobilier. Alors bon, si ce montant est effectivement très élevé, ça nous étonne quand même parce que Donald Trump avait lui-même déclaré sous serment pendant le procès qu'il disposait de plus de 400 millions de dollars en liquide. Mais il faut se rappeler que d'une part, il a dû déposer début mars une garantie de 91 millions de dollars dans le cadre d'un appel du jugement pour le procès en diffamation contre l'ancienne journaliste Jean Carroll, et que d'autre part, Trump a d'énormes frais de justice pour payer ses nombreux avocats qui le défendent dans ses multiples procès et actions judiciaires, et enfin qu'il doit financer également sa campagne, on y reviendra. Alors l'échéance pour déposer cette garantie est fixée au lundi 25 mars, et ces derniers jours, les médias ont spéculé sur ce qui pourrait arriver s'il n'était pas en mesure de déposer la somme en temps et en heure. Il est prévu, selon les termes du jugement, que l'État de New York pourra saisir ses biens, et il a effectivement beaucoup de propriétés, gratte-ciel, golf, dans l'État de New York. Il est donc possible que ces propriétés soient saisies et vendues. La procureure de New York a notamment fait référence à un immeuble situé au cœur de Wall Street dans une récente interview à la télé. Et le Wall Street Journal a spéculé sur la saisie et la vente d'un terrain de golf situé dans le prestigieux comté de Winchester, au nord de la ville de New York, dont Donald est assez fervent. Je croyais qu'il est dans le New Jersey pour faire du golf. Mais il a beaucoup de golf, ça c'est quand même sa caractéristique. Effectivement, à Bedminster, dans le New Jersey, c'est aussi un autre golf qu'il aime beaucoup. Alors, mais le salut de Donald Trump pourrait peut-être venir de son groupe de médias, donc qui fait partie de la Trump Organisation, qui est propriétaire du réseau social Truth Social. Vous vous souviendrez, c'est celui qui avait été lancé par Donald Trump lorsque ses comptes avaient été bloqués sur les réseaux sociaux. Et donc, en alternative à Twitter, il avait lancé ce réseau social. Vendredi dernier, c'est-à-dire le 22 mars, pour ceux qui nous écoutent peut-être à une autre date, l'Assemblée générale de ce groupe a donné son feu vert à la fusion avec une société cotée en bourse. Alors, une société un peu particulière parce que l'unique objet de cette société, c'était de permettre à une entreprise de se lancer en bourse plus facilement et plus rapidement. Elle n'avait pas vraiment d'objectif. Simplement, en gros, elle attendait qu'une entreprise vienne fusionner avec elle pour, entre guillemets, être intégrée dans la bourse sans avoir à subir le processus très long de mise en bourse. Alors, au terme de cette fusion, le groupe qui combinera le groupe média de Trump et cette société qui est déjà en bourse, eh bien, Donald Trump en détiendra près de 58% des actions, valorisées à près de 3 milliards de dollars. Donc même s'il ne peut pas vendre ses actions avant un délai de 6 mois, elles pourraient néanmoins servir de garantie, soit directement auprès de la Cour d'appel, soit auprès des assureurs pour finalement être une garantie pour avoir un prêt. Pour autant, la valorisation annoncée de cette société interroge certains analystes parce que le réseau social, qui compte 5 millions d'utilisateurs, est en fait toujours largement en déficit. Et donc, il y a eu une évaluation sur les 9 premiers mois de l'année 2023. Le réseau social avait 49 millions de pertes pour seulement 3,4 millions de revenus. Donc, le fait que cette société soit valorisée autant, parce que les 3 milliards, ça ne représente que 58% de la totalité de la valorisation de la société, on peut se poser des questions. Ce ne serait pas la première fois que des valorisations de biens de Donald Trump sont un petit peu surestimées. Bon, donc on verra, peut-être que la Cour d'appel préférera avoir de l'argent sonnant et trébuchant plutôt que des golfs bizarres. des garanties sur la base des actions de cette entreprise-là. Mais bon, pour Donald Trump, l'enjeu c'est bien d'éviter une humiliation que constituerait la saisie de ses biens ou la mise en faillite personnelle, lui qui a bâti sa réputation et son récit politique sur l'image d'un homme d'affaires ayant pleinement réussi. Une banqueroute personnelle serait catastrophique en cette année électorale, mais il semble qu'aucun des grands milliardaires américains républicains ne veuille payer ses frais de justice. Et c'est également dans ce contexte que Donald doit aussi convaincre des donateurs pour financer sa campagne. Pour ce faire, il a récemment pris le contrôle du Parti républicain en obtenant que sa fille soit élue à la vice-présidence du Comité national républicain,
a souvent ainsi la domination du courant MAGA, Make America Great Again, sur les élus républicains, ce qui était déjà une réalité en fait depuis qu'il a pris le pouvoir. Beaucoup d'ascendance sur les différents élus pour que, en gros, ils soutiennent l'approche de Donald Trump pour avoir finalement son endossement. Mais la réalité est qu'une campagne aux États-Unis, ça coûte très très cher et qu'il n'y a plus beaucoup d'argent dans les caisses. L'un des comités, ce qu'on appelle les Super PAC, qui est pro-Donald Trump, a été ainsi le principal financeur des frais judiciaires énormes de Donald Trump en 2023. On parle quand même de près de 50 millions de dollars. Et il était quasiment à sec début 2024. Et de même, le Parti républicain n'avait que 8,7 millions de dollars sur ses comptes au début de l'année 2024, contre 24,1 millions pour le Parti démocrate. Et quand on sait aussi que le parti, ça finance une partie des dépenses de la campagne électorale. Exactement. On s'attend aussi, et c'est un contexte un peu particulier, parce qu'on s'attend à ce que cette campagne soit l'une des plus chères de l'histoire, donc on continue à dépenser encore plus d'argent. Le 19 mars, le New York Times estimait que du côté des supporters de Biden, les entités qui n'appartenaient pas à la campagne allaient dépenser près d'1 milliard de dollars pour soutenir la réélection de Joe Biden. La question est donc de savoir si Trump va pouvoir compter sur sa base si fidèle pour continuer à financer sa campagne, mais aussi ses frais de justice, alors qu'il les a déjà énormément sollicités depuis 2016. Affaire à suivre. C'était les coulisses de Donald Trump. Merci Max. C'est toi Guillaume ensuite qui nous fait le point de Belgitude aujourd'hui ? Eh oui, et le point de Belgitude d'aujourd'hui nous emmène dans les coulisses des carnavals de Belgique. Alors encore une fois, c'est pas la première fois qu'on en parle ici. On en a déjà parlé, je crois, l'année dernière. Alors, est-ce que les carnavals de Belgique sont une tradition finalement qui peine à se tourner vers la modernité ? Ouais. Un carnaval des carnavaux ? Carnaval des carnavalos. On a déjà abordé la question des carnavals l'an dernier et l'importance de cette tradition dans le sud du pays notamment. Or, les sujets de société ne sont jamais très loin et les carnavals ne sont pas isolés de ces sujets. On avait abordé notamment la question du Kasdat, de Zwarte Piet, ces représentations notamment qui présentent de sérieux clichés raciaux qui n'ont plus vraiment leur place aujourd'hui. Voici désormais les questions qui se posent au sujet de la question de l'inclusivité et du féminisme. Alors un premier exemple, c'est celui du carnaval de Binche et particulièrement de son jour des Ladies qui a été soutenu par l'UNESCO cette année. Cette journée des Ladies vise à mettre en avant la participation des femmes dans les carnavals qui sont traditionnellement, on parle bien des femmes ici, au secours, réservées aux hommes. C'est oublier que derrière chaque homme et derrière chaque costume, il y a bien souvent une femme. Elles ne sont pas gilettes, les hommes sont appelés des Gilles de Binche, mais le carnaval essaie de les mettre un peu en valeur, même si ce n'est pas un pas fondamental pour l'instant. D'où la création en 2017 des Lady Binchoises, groupe exclusivement féminin qui revendique le droit à se déguiser, défiler et faire la fête sans vouloir faire de l'ombre aux Gilles, mais bien pour donner une place aux femmes dans les traditions qui soient autres ailleurs que derrière leur mari. Malheureusement, à la Louvière, c'est le défilé des Drag Gilles qui a dû être annulé pour la deuxième année consécutive en raison de menaces et de messages haineux proférés et diffusés à l'écart de ce groupe qui se fait appeler la Consoerie des Connasses. On est dans le potache, c'est carnaval, rien à signaler ici, on s'emballe pas. C'est un groupe hétéroclite de personnes issues de toutes les identités de genre, venues danser et s'amuser dans le respect de tous et dans une volonté de défendre et promouvoir la diversité. Déjà, donc, je le disais, en 2023, leur présence à la répétition générale, même pas le carnaval lui-même, avait été considérée comme une atteinte aux traditions carnavalesques. On oublie tous ces gens qui poussent des cris d'orfraie à la présence de groupes féminins ou féministes ou inclusifs dans les carnavals, oublient que, à l'origine même des carnavals, il y avait justement l'idée de briser les traditions et finalement prendre du bon temps, un temps de convivialité, notamment pendant le carême, qui a été un temps particulièrement sombre dans la religion chrétienne. Bref, il y a encore du travail pour faire comprendre à certains groupes que la tradition est vouée à la perdition si elle ne prend pas en compte la société dans laquelle elle s'inscrit. Merci beaucoup, Guillaume. On passe tout de suite à notre rubrique Vie de couple. Et aujourd'hui, de quoi on parle ? On va vous emmener dans les coulisses de notre première fête à la maison depuis 5 ans. Et oui, parce qu'on n'avait jamais fait la fête chez nous, dans notre nouvelle maison. On a pendu notre crémaillère, dans la maison dans laquelle on a déménagé il y a 4 ans. Ouais. Oui, mais tu comprends, c'est parce qu'il y a eu le Covid, tout ça, on est resté en confinement pendant 4 ans. Non ? À peu près, ouais, c'est ça, c'est l'idée. Bon, en coulisses, c'est juste qu'on n'a
pas pris le temps de l'organiser vraiment avant, mais que là, on a pris le temps d'organiser 2 semaines avant, et c'était pas si mal, finalement. Exactement. On en parle depuis plusieurs mois. On va dire que et finalement, on a lancé les il y a choses besoin grâce d'un à... petit coup de pouce. Voilà, c'est ça. L'un de nous, je ne dirais pas lequel, et non, ce n'était pas moi, a un peu plus poussé les choses pour qu'on la fasse, et c'était très bien finalement. Mais oui, on est comme ça. Parfois, on a besoin d'un côté ou de l'autre d'un petit coup de pouce pour lancer les projets. Hein. Petit coup de pied aux fesses. Un petit coup de pied aux fesses, par exemple. Bon, du coup, on avait une quinzaine de personnes, c'était chouette. On en a profité pour fêter nos 74 ans. Voilà, c'est ça, on vous laisse faire le calcul. Et non, nous n'avons pas tous les deux 37 cette année. Voilà, et Donc, mais non, c'était sympa de pouvoir recevoir déjà plus que 2-3 personnes à la maison, parce que on n'avait pas vraiment fait... Si, on a fait une fois un truc, mais c'était pas vraiment une fête, c'était... Non, on a fait une fête le jour où on a... Enfin, une fête. On a fait un goûter le jour où on a récupéré les clés de la maison. On a eu aussi fait un goûter crêpes. On était assis par terre, souviens-toi. Après, en 2022 ou un truc comme ça, on a eu aussi des collègues gâteaux. On a fait un petit goûter. Un soir. Non, pour un apéro ou un truc comme ça. Ah là là. On oublie, hein. Eh oui, le temps passe. Ça, c'est à cause du punch. Ah, sans doute, il est excellent ce punch. Un maman. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a un invité un peu spécial. On a une invitée d'honneur avec nous qui nous écoute en direct, qui écoute notre podcast en direct pour la première fois. Et alors, du coup, elle est obligée de ne pas faire trop de bruit. Bon, bah, t'as le droit de venir, mais derrière, faut rien dire. En coulisses du podcast, d'ailleurs, on en parlera après. C'est les coulisses. Voilà, non, mais voilà, donc une très chouette soirée finalement. Un petit prélude à la grosse stuff qu'on fera sans doute l'année prochaine aussi, parce qu'on a 2 anniversaires. Important. On parlera en temps voulu, peut-être à fêter. Voilà, mais en tout cas, reprise des moments conviviaux chez nous. Je sais pas, on en refera peut-être une aussi à l'automne, hein, un truc comme ça. Faudrait qu'on trouve une date, parce que histoire de pas tergiverser. Ah oui, d'ailleurs, toi, tu veux repasser donc de 0 fête à 2 fêtes par an, quoi. Bah, écoute, ça s'est bien passé hier, finalement. Oui. Je passais ma journée en cuisine, mais c'est... Oui, non, mais c'était très bien, c'était très sympa. On avait un petit peu surévalué la quantité de nourriture. On aurait pu avoir 2 fois plus de personnes. C'est toujours comme ça. Mais c'était bien, je crois que c'était apprécié. Ah oui, tout à fait. Et puis, j'ai même maintenant, nous avons un compte de fidélité chez Tarte Françoise, donc effectivement, on peut recommencer. Tarte Françoise, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un traiteur de tartes. Qui fait des tartes salées, des tartes sucrées. Et donc, vous ne devinerez pas, hier, nous avions une tarte au citron meringuée. C'est bon, ça. Bah oui, hein, pourquoi pas. Et une tarte à la rhubarbe, c'est un crumble rhubarbe. C'était bon, ça aussi. Vous saurez tout sur les coulisses de cette fête. Tout sur les Je vais m'arrêter là. Alors, on voulait vous parler d'un autre sujet lié à notre titre de cet épisode, les coulisses du podcast. Eh ben oui, en coulisses, on s'est dit pourquoi ne pas vous emmener dans les coulisses de notre podcast aujourd'hui. Alors bon, on doit quand même remettre l'église au milieu du village et à César ce qui revient à César. C'est quand même grâce à ta maman que nous avons trouvé ce sujet pour l'épisode. Parce qu'elle pensait qu'on était en train de jouer aux jeux vidéo tout à l'heure, pendant la préparation. En fait, on était en train de préparer le podcast. Je me sens heurté parce que j'étais hyper concentré en plus sur ma préparation. Et là, on dit, mais on est en train de jouer, quoi. Mais non, même pas. Et non, ça fait une semaine que j'ai pas touché à mon ordinateur. On était en train de taper en fait nos différentes rubriques, parce qu'il faut savoir qu'en particulier pour la rubrique d'actu, ça nous demande un peu de travail d'aller chercher les différentes informations, les compiler, et puis surtout, pour éviter d'être trop long et pour être structuré et pas aller dans tous les sens, on écrit en fait la très grande majorité de nos rubriques.
Et donc, voilà, on espère que ça s'entend pas trop qu'on lit, mais visiblement pas, parce que ta maman n'avait pas forcément intégré on faisait en fait la lecture de ce qu'on avait écrit. Mais donc, ça nous demande, oui, au moins 1 heure de travail en amont. Il faut dire que ça commence du podcast. avant, parce qu'avant, on a toute une réflexion aussi sur de quoi on va parler. Alors, parfois, c'est simple, parce qu'il y a des sujets d'actualité qui tombent, qui sont assez évidents, et puis parfois, c'est plus compliqué. Parfois, on a des idées 2 semaines avant, voire 1 mois avant, on sait déjà de quoi on va parler. On a nos 2 podcasts thématiques en mai, l'Euro Podcast et le Pride Podcast que vous connaissez, pour lequel on sait déjà de comment on va orienter les podcasts, mais c'est les seuls. Le reste, il faut effectivement trouver des sujets sur lesquels nous, on se sente à l'aise de travailler ou sur lesquels on est prêt à consacrer du temps. On travaille tous les 2 différemment, mais on a tous les 2 accès à une base de données d'articles, notamment en ligne de la Bibliothèque nationale de France. Moi, pour préparer les 2 rubriques de ce podcast, j'ai lu en diagonale ou dans le fond, en fonction de l'intérêt qu'il y avait, 36 articles que j'ai sauvegardés pour pouvoir utiliser des informations de ces articles et les mélanger pour vous les présenter. Ça prend du temps, j'ai envie de dire, on a là pour 2 heures à peu près de préparation de cette rubrique Actu. Et puis, il faut penser à ce qu'on va vous dire aussi dans les rubriques suivantes. La rubrique Belgitude, elle n'a pas l'air comme ça, mais alors maintenant on commence à faire plus d'entorses, d'aller un peu en dehors de la Belgique. On fait des rubriques Magaritude, comme d'ailleurs dans notre dernier podcast, avant-dernier podcast, le jour le numéro 12 de la saison. Mais voilà, il faut trouver un sujet qui soit en lien avec la Belgique et qui soit drôle, soit qui aborde une question importante, enfin bref, qui nous permette de situer un peu le pays qui nous accueille depuis bientôt 10 ans. Et oui, voilà, ça prend... et pour faire le tour complet du podcast, ensuite, on enregistre, ça dépend un petit peu de la durée de l'épisode. On essaye de se tenir à 30-35 minutes, comme on avait reçu des suggestions d'avoir à peu près cette durée-là. Ça nous est arrivé dans certains épisodes récents d'aller jusqu'à 45 minutes. On est un petit peu désolé. Mais on essaie de s'y tenir. Et puis ensuite, il y a toute la phase de montage. Et là, je coupe en fait tous les moments où notre langue a fourché des 2 côtés, ou alors on a un doute sur quelque chose qu'on avait écrit et finalement qui fait pas sens, parce que ça arrive aussi. Ou alors, voilà, je sais pas, voilà, il y a un grand silence ou il y a une sirène dans la rue ou un truc qui fait qu'on arrête l'enregistrement. Donc ça demande un petit peu de temps. Donc globalement, je dirais que pour un épisode qui fait 30 minutes, j'ai besoin probablement de 45 minutes à 1 heure pour monter l'épisode. Et puis après, il y a un petit peu d'assemblage. 45 minutes à 1 heure. Oui, c'est ça. J'allais dire 2 heures avant, 2 heures après, en fait. Et ensuite, il y a l'assemblage pour écrire ce qui figure en dessous de l'épisode dans votre logiciel de podcast. Donc, il y a la description des différents sujets qu'on aborde. Et puis, la publication sur les réseaux sociaux. On essaie d'annoncer, de faire un petit teaser avec les sujets du podcast. Voilà. Donc, effectivement, 2 heures avant, 2 heures après, c'est un bon deal. On va dire, c'est une bonne mesure. Oui, c'est ça que ça nous demande toutes les semaines, en fait, et multiplié par 24, 25 épisodes par an. Alors, dernier sujet de la rubrique Vie de couple, on voulait aborder, et Guillaume me regarde avec des grands yeux parce que c'était pas marqué dans notre conducteur. Voilà, typiquement comment on fout en l'air 2 heures de travail avant le podcast. Non, parce qu'on n'a pas de dernière rubrique aujourd'hui. Donc, c'est qu'on a repris on a commencé à regarder. Et là, Guillaume ne sait toujours pas ce dont je parle. Oh, ça va sentir la bouffe. De Top Chef. Voilà. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Oui, c'est pas mal. Après, on va vous le dire, on va être cash. On comprend pas pourquoi c'est aussi long quand même. Parce que globalement... Non, mais déjà, pourquoi est-ce que ça commence à 21h15, quoi ? À quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de commencer leurs émissions du soir à 21h15 ? Voilà, donc pensez aux plus de 25 ans qui regardent vos émissions, merde. Donc typiquement, là, il va falloir que je réduise un petit peu le son du micro de Guillaume parce qu'il a pris un petit coup, là. Ça venait du fond du cœur. Vous allez voir, je vais être cancellé. Il va enlever mon merde aussi.
Bon, non, j'en parle une merde. Voilà. Et donc, je maintiens à dire que je persiste à dire que pourquoi est-ce qu'ils commencent leurs émissions à 21h15 ? Donc ce qu'on a fait la dernière fois, c'est qu'on a regardé l'épisode normal et la brigade cachée. On l'a regardé à un autre moment parce que en plus là c'est Pierre Gagnère dans la brigade cachée, donc c'est quand même assez chouette. Ça donne envie. Voilà. Et on peut pas vous parler de la finale de Drag Race Belgique parce qu'on l'a toujours pas regardé. Mais du coup, ce sera notre topic pour le prochain épisode. Ben voilà, donc on prend des notes pour l'épisode suivant, voilà. en 10 autres. On a déjà trouvé un truc pour l'épisode suivant. Bon, c'est formidable ça. Il n'y a plus qu'à trouver le reste. Voilà, bah on espère que vous avez passé... On vient de gagner 37 secondes de travail pour les 2 semaines qui viennent. Exactement. On espère que vous avez passé de bonnes semaines depuis notre dernier épisode et on vous souhaite de passer de très belles semaines jusqu'à notre prochain épisode parce que vous l'avez compris, c'est déjà la fin de notre 14e épisode. Si vous arrivez jusque-là, merci, bravo. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à nous mettre une note, un commentaire, etc. Enfin, vous connaissez la machine depuis le temps. Hein. Et surtout, donnez-nous de la visibilité et surtout, partagez. Bon, et bah d'ici au prochain épisode, on vous fait des gros bisous. Portez-vous bien. Et puis à très vite pour de nouvelles tranches de printemps.